Patrick Scheder, bonjour. Bonjour, Agnès. Alors, vous êtes musicien, hein, mais aussi écrivain. Et puis, ici, en tout cas, le co-auteur avec Alain Baugrain-Dubourg et Francis Allais, deux amoureux de la nature, eux aussi, du livre Léonard de Vinci et la nature, qui est paru aux éditions Ouest France. Alors, c'est un très beau et grand livre qui allie des reproductions de tableaux, des études, des croquis à vos textes, à tous les trois, des textes qui nous éclairent donc sur la vie et l'œuvre très vaste de ce personnage tumultueux de la Renaissance qu'est Léonard de Vinci. Il a vécu de 1472 à 1519 en Italie, et nous, on en connaît surtout et avant tout la peinture. Alors Patrick Scheder, pourquoi vous êtes lancé dans cette exégèse qui semble quand même un peu impossible, parce que justement, à la lecture de votre livre, on voit combien l'œuvre de Léonard de Vinci est vaste, difficile à saisir dans son ensemble. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? C'est vraiment ce qui m'a passionné chez Léonard, c'est sa passion de la nature. Alors moi, ça remonte à loin. Je me souviens quand j'avais 14-15 ans, avoir visité pour la première fois le Clos Lucé, à Amboise, là où il a vécu les 3 dernières années de sa vie, là où il est mort, voilà, invité par François Ier. Et ça m'a vraiment marqué ce jour-là. Et après, j'ai eu de cesse que de m'intéresser à Vinci. J'ai créé 3 spectacles sur lui, le quatrième en 2019. Et ça rejoint mon propos, car je fais des spectacles qui sont sur le thème de la biodiversité. Et vraiment, Léonard, c'est quelqu'un qui est une sorte d'écologue, on pourrait dire éventuellement d'écologiste avant l'heure. C'est-à-dire que comme il était enfant naturel, il a vécu 14 ans à la campagne, voilà, son père le montrait pas trop en ville, ça a été sa chance, finalement. Parce que là, il était élevé au milieu des vignes, des vignobles de la famille, des oliveraies, par son grand-père et par son oncle Francesco, qui était un grand amateur de chevaux. Et comme Léonard était un bâtard, finalement, et que en tant que tel, il n'y avait pas le droit de faire des études, on va dire, supérieures, qui étaient à cette époque-là signées par le fait d'apprendre le latin, de parler latin, d'écrire latin, ce que Léonard n'a jamais réussi à faire. Eh bien, il a cherché la connaissance dans la nature, c'était ce qu'il avait au pas de sa porte, voilà. Et son grand-père, lui, ne cessait de lui dire ouvre l'œil, ben, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Donc non seulement ça l'a rendu peintre, mais ça l'a rendu ingénieur, parce qu'en fait, il a trouvé que la nature était le plus magnifique des ingénieurs. Et ça lui a fait développer des pensées comme ces ailes qui permettent, voilà, inspirées de la chauve-souris, de s'élever selon lui dans les airs. Déjà, il essaie de biomimétisme. Et puis, il essaye de comprendre, parce que la Renaissance, c'est aussi le moment où on redécouvre effectivement la culture antique, le fonctionnement, pourquoi pas des atomes, de l'eau. L'eau, il est absolument passionné par l'eau. Il dit que l'eau, c'est le sang de la terre, que les rivières, les fleuves sont ses veines. Voilà. Et d'ailleurs, il appelle la Terre cette terrestre machine, c'est-à-dire il montre que tout se tient. Voilà. Il n'y a pas de petites choses dans la Terre, tout est essentiel. Un peu comme Hubert Reeves dit, ben, les vers de terre, c'est aussi essentiel que tel tigre, telle espèce de tigre très rare qui est menacé. C'est exactement le type de pensée de Léonard. Tout est important. Voilà, les choses les plus méprisables pour les grands docteurs savants, pour lui, ce sont peut-être les plus essentiels. Oui, mais alors c'est aussi, j'ai l'impression que c'est aussi l'homme du mouvement, en fait. Ah C'est oui. pas seulement, c'est pas le résultat qui l'intéresse, c'est pas la Mmh. chose elle-même. Ce qui l'intéresse, c'est le parcours et qu'à la limite, même, est-ce qu'on peut penser qu'il l'a fixé une fois qu'il l'a dessiné? On n'a même pas l'impression, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'écrits, beaucoup, beaucoup de croquis. On a l'impression que c'est ça qui l'intéresse, le mouvement. Patrick Schneider. En fait, Vinci, il a peint 15 tableaux, voilà, ou 18 au maximum, et à sa mort au Clos Lucé, il a laissé 15 000 feuilles. Donc on voit tout de suite à quoi il passait son temps. C'est très simple. Il passe son temps à observer, à chercher, voilà, à être scientifique, géologue, hydraulicien, inventeur, poète aussi, et philosophe. Parce qu'en fait, il écrit un traité de peinture. Et dans ce traité de peinture, il dit que le peintre ne doit pas être seulement peintre, mais qu'il doit être un peintre philosophe. Donc la philosophie de Vinci, c'est dire la nature, on ne fera jamais rien de mieux. C'est en l'imitant, en la comprenant, pas en l'imitant d'une façon servile, en la comprenant de l'intérieur, que l'homme va pouvoir s'élever. Donc d'un côté, il est tenant d'une technologie qui s'inspire de la nature, donc il aime la technique, il aime la technologie, il invente des machines, et en même temps, jamais il aurait fait ce qu'on fait actuellement, dire, ben, puisqu'on a réussi à faire ça, on est plus fort que la nature, on ira au-delà, on fera mieux. Alors ça, c'est complètement étranger. Il aurait trouvé ça bête, tout simplement. Parce que pour lui, on ne peut pas faire mieux que le vivant. Et ensuite, ça explique ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire quand il fait un tableau, pourquoi le finir? Il regarde dehors, il voit très bien qu'il n'y a pas de choses fixes dans la nature. Les arbres un jour ont une feuille, plus tard ils les perdent, ensuite ils renaissent, etc. Donc c'est le mouvement perpétuel que vous évoquiez. Donc si on figeait un tableau dans une atmosphère finie, ça serait contre, ça ne serait pas vrai par rapport à la réalité de la nature, qui sans cesse évolue, invente, se régénère, meurt, revit.
Et c'est ça que dans ces tableaux, il veut faire passer comme message, vraiment. On a aussi l'impression que c'est quelqu'un qui, Léonard de Vinci, n'aime pas les frontières, que pour lui, toute frontière est fictive et juste là pour être transgressée et piétinée, Patrick Schneider. Voilà. Alors, il est vrai que les penseurs de la Renaissance étaient tous assez encyclopédistes. Ce qui est très particulier chez Léonard, c'est qu'au fond, moi je trouve que c'est une erreur de ne pas le mettre parmi les philosophes, les plus grands philosophes de la Renaissance, parce que c'en est un. Et c'est là qu'il m'intéresse aussi, c'est-à-dire qu'il est loin d'être seulement artiste, il est technicien, il est ingénieur, il est aussi philosophe. Chose que normalement on ne demande absolument pas à un peintre. Donc il a une place tout à fait à part. Pas tant à cause de ses machines, parce qu'effectivement il a repris parfois les plans préexistants, mais par cette volonté de découvrir le vivant. Alors là se pose la question de Léonard et Dieu. Voilà. Est-ce qu'il y croyait encore? Est-ce qu'il y croyait plus? Moi je crois qu'il croyait effectivement une force supérieure, qu'on appelle Dieu autrement, ou qu'on appelle la nature, une force transcendante en tout cas, oui, il y croyait. Mais il était en même temps très rêveur, en même temps très pragmatique, vu l'enfance quasiment d'agriculteur ou de jardinier qu'il avait connu. Il ne faut jamais oublier ça. Les gens qui fréquentaient étant enfants, bah, c'était des agriculteurs au fond, voilà, des gens de la terre. Donc il se dit, si Dieu, admettons que Dieu existe, en fait il ne veut pas trop se poser la question, il admet volontiers. Dieu a fait la création se voit dans la matière, elle se voit dans l'homme, etc. Donc on dirait que ça descend de Dieu vers les hommes. Il se dit, ben, j'admets ça totalement, donc ça va être tout à fait possible de remonter des hommes vers Dieu. Donc de remonter vers la source de la création, de comprendre les atomes, de comprendre comment ça marche en quelque sorte. Comprendre Dieu, pour lui, c'est comprendre comment tout ça vit, c'est-à-dire comprendre le vivant. Alors, c'est peut-être pas effectivement dans la dialectique de l'origine de l'époque, mais ça rejoint effectivement les recherches, même des recherches que Michel-Ange a pu faire à un moindre niveau, des recherches aussi des philosophes antiques, et ça nous prépare aussi dans les réflexions qu'il a sur la relation entre l'homme et les animaux. Il trouve que l'homme parfois se conduit bien plus mal que les animaux. Ça nous envoie vers des penseurs comme Montaigne, 50 ans après, qui disent un peu comme Vinci que l'homme se donne une qualité d'être supérieur qui ferait bien de l'approuver parce que c'est pas toujours vrai ça. Alors, vous disiez que Léonard de Vinci aime la nature, en fait. Hein. Ouais. Il est aussi Même, il est curieux, il est passionné. voilà. Mais en ça, il n'est pas tellement différent des autres artistes de la Renaissance. Alors, qu'est-ce qui fait sa spécificité, Patrick Schneider? Bah, c'est-à-dire qu'il voit la nature en tant que scientifique autant que comme artiste. C'est ça qui est particulier. Il veut pénétrer les secrets de la nature. Et il est assez intuitif, et puis en même temps, ses constatations lui ont montré que jamais on saura tout. Et ça, c'est l'autre explication aussi du non fini de ces tableaux. C'est-à-dire finir un tableau, ça veut dire je sais tout. Et il ne préconise pas du tout de tout savoir. Il y a par exemple des chercheurs qui écrivent des thèses, ça fait des volumes, etc. Il faut voir un tableau de Léonard comme une sorte de résumé de ses recherches. Mais c'est un résumé savant en même temps sensible, c'est-à-dire qui nous touche. Mais alors là où il est extraordinaire, pour revenir à votre question, c'est qu'en fait ces tableaux, comme vous réfléchissez bien, ils posent beaucoup plus de questions qu'ils n'en résolvent. On se dit la Joconde, est-ce que c'est un homme et c'est une femme? Pourquoi elle sourit? Pourquoi ceci et pourquoi cela? Et pourquoi Saint Jean-Baptiste il a des tétons alors que c'est un garçon? Bon, voilà. Donc en fait, il nous rend, c'est là je pense que ça devient hyper intéressant, il nous rend actifs par rapport à l'œuvre. C'est-à-dire, au lieu de l'avaler en disant ah, mon Dieu, que c'est beau, eh bien, on se dit oui, c'est beau, mais il y a quelque chose de curieux. Et on commence, comme lui, à se poser des questions. Donc, il nous rend, d'ailleurs, c'est là où c'est la leçon philosophique, il nous rend acteurs de sa réflexion. Il veut qu'on cherche avec lui. Oui, oui, il reste toujours une part de mystère dans ces tableaux. Et oui, parce que de toute façon, pour lui, la vie est mystérieuse. Elle l'est toujours actuellement. La science, comme Vinci, approfondit, mais toujours derrière la chose approfondie, il y a encore une autre chose à découvrir, etc. C'est quelque chose, on le sait bien, qui est une quête infinie. Et ça, il le pressentait parfaitement. Et puis, c'est quelqu'un qui a une vision d'harmonie, tous les contraires. Le bien, le mal, la lumière, l'ombre, pour lui, c'est quasiment la même face, des faces différentes d'une même réalité. Et dans son Saint Jean-Baptiste qui est au Louvre, c'est ça. On voit un jeune homme qui est avec une peau très blanche, quasiment brillante, qui sort de l'ombre, et l'un ne contredit pas l'autre. Les contraires s'associent. Le bien, le mal, l'ombre, la lumière. C'est une pensée, évidemment, qui n'est pas finalement manichéenne. Au contraire, elle essaye de nous rendre heureux au-delà des contradictions. D'ailleurs, en fait, ça m'amène justement à la page 102.
Vous écriviez, vous parliez d'une controverse issue des carnets contre pourquoi la nature n'a-t-elle pas interdit qu'un animal vive de la mort d'un autre, et pour la nature, capricieuse et se plaisant à créer et produire une continuelle succession de vies et de formes, est plus prête à créer que le temps ne l'est à détruire. Voilà pourquoi elle prescrit que beaucoup d'animaux serviront de nourriture les uns aux autres. Moi, ça m'a semblé assez symbolique de l'ensemble de l'œuvre de Léonard de Vinci. C'est ça. En fait, le vivant, c'est pas forcément une partie de plaisir. Le vivant est pas gentil. Le vivant peut être cruel, mais il est beau. Il est par-dessus tout beau pour Léonard. Parce qu'il faut jamais oublier qu'à cause de son enfance à la campagne, il est au fait des réalités de la terre. Il sait très bien qu'il les idéalise pas. Il sait que c'est un travail dur que d'être agriculteur, qu'il y a des maladies, etc. Mais il essaye d'avoir, par-dessus tout, de nous donner envie de vivre. C'est une vraie leçon de vie pour moi. C'est en cela qu'il est philosophe. Alors, outre les tableaux, il a écrit beaucoup de pensées dans ses carnets. Donc, les carnets, c'était des petits, précisément carnets, voilà, parfois pas plus grands qu'un portable, parfois plus petits, parfois un tout petit peu plus grand, qu'il mettait dans la ceinture de son vêtement. C'était une large ceinture, il le serrait contre voilà, sa taille. Et il partait, voilà, par exemple, s'il avait connu Paris, et il serait parti en rue de Paris, il aurait noté tout ce qui l'intéressait, des réflexions qui lui venaient. Ce sont des instantanés, en fait, de sa vie. Et là-dedans, il y a une réflexion philosophique qui lui vient. Il la marque. Ensuite, il voit l'eau couler, admettons, sous la Seine. Eh bien, il aurait noté le mouvement de l'eau, etc. Une fois rentré chez lui, il réfléchit à tout ça, il fait des dessins, etc. Il se nourrit du vivant. C'est pas un homme d'intérieur, finalement. C'est pas un homme d'école, c'est un homme de la vie, de l'expérience et du vécu. Oui, effectivement. D'ailleurs, j'ai en mémoire 2 pages de carnet où à gauche, on a un vieil homme en train de penser, réfléchir, et juste en face, sur la page de droite, l'eau qui coule, en fait. Donc, on est vraiment oui, dans le vivant, mais toujours dans la réflexion et la pensée. Mais par exemple, la mort, ça l'intéresse pas. Mm. Bon, il regrette hein, de mourir. Il n'était pas très heureux de penser qu'il devrait s'éteindre. Mais je pense qu'il essaye pas enfin, il essaye de ne pas y penser trop souvent, au fond, parce que sur la mort, il n'y a pas à dire grand-chose. Admettons qu'il y a une vie après la mort, ben, tant mieux, mais en attendant, après plus ample informé, il n'en sait rien du tout. Il préfère penser au vivant, qui est indéchiffrable, qui est magnifique, qui est somptueux en quelque sorte. C'est ça qui l'intéresse. Il est intéressé par la vie qui est en mouvement. Ces interrogations métaphysiques, il les met sur la vie et il ne thésaurise pas sur la mort et sur un au-delà dont il ne sait pas trop quoi dire. Il dit dans un de ses carnets ben, qu'il faut là-dessus croire les moines, hein, pas les papes, hein, les moines qui sont les pères du peuple, dit-il. Ce sont des gens dont c'est le travail, en quelque sorte, de réfléchir à ça. Et lui, son travail, voilà, en tant qu'artiste, en tant que scientifique, c'est de rendre compte d'une façon sensible de ces réalités. Les choses qu'on voit, les choses qu'on devine, les choses qu'on ne voit pas, les choses qu'on analyse. Parce qu'en fait, toute sa quête, ça a été de rendre visible, en quelque sorte, l'invisible. C'est ça qui le passionne. C'est pour ça que les tableaux, les derniers tableaux, la Joconde, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Anne qui sont au Louvre, ont cet aspect de mystère parce qu'ils semblent faire écho à quelque chose qu'on ne voit pas mais qu'on pressent. Et il a réussi à capter cet instantané de pensée, voilà, de vivant. Et toutes ces analyses ne tendent qu'à ça, à restituer la réalité dans toutes ses dimensions. D'optique, bien sûr, mais on sait aussi qu'il peignait beaucoup en écoutant de la musique. Donc je crois qu'une des clés pour comprendre, et pour pénétrer plutôt, je ne sais pas s'il faut les comprendre, mais il faut pour pénétrer les tableaux de Vinci, c'est écouter de la musique, n'importe laquelle, tout en regardant l'œuvre, et vous verrez qu'au fur et à mesure, on pénètre vraiment le tableau. Il était musicien, Vinci. Oui. Et improvisateur, et il construisait lui-même ses instruments. Tout à fait. Improvisateur, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il a délaissé la musique? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrit de partition? Effectivement, il aurait pu le faire. Parce que il n'y avait pas l'enregistrement à cette époque-là. Donc la peinture, il savait que c'était quelque chose qu'on pouvait transmettre aux générations futures. La musique, il voulait pas penser son temps à l'écrire, il faisait que de l'improviser, mais il savait qu'elle était beaucoup plus, on pouvait la perdre la musique. Alors que finalement, la peinture, ça reste. Voilà. Mais il est très malin parce que c'est un grand manipulateur, hein, c'est un grand psychologue. Voilà. C'est un psychologue, Vinci. Et quand il est un peu évincé de Florence, a priori, et qu'on l'invite gentiment à se rendre à Milan pour rencontrer le duc, enfin le futur duc Ludovic Sforza, la première chose qu'il va faire, c'est de se montrer au duc, non pas sous l'aspect d'un peintre, parce que après tout, apprécier une peinture, ça demande du temps. Il n'avait pas ce temps-là. Il fallait qu'il fasse tout de suite le choc. Alors, pour séduire le prince, eh bien, il joue de la lyre, voilà, il chante en même temps. Il le fait d'une manière tellement admirable
que le prince est complètement sous le charme. Le prince est séduit, c'était ce qu'il voulait. Alors après, il entreprend pendant 2 heures à lui dire, mais vous savez, excellent, je peux aussi peindre, et puis je peux aussi construire des chars, et puis je peux aussi construire des galeries souterraines pour vaincre les ennemis, etc., etc. Il fait tant et si bien qu'il lasse un peu le prince, qui mettra à peu près 4 ou 5 ans pour lui passer une commande, parce qu'il dit, celui-ci, je pense que le prince a été sidéré de 2 choses. D'abord, de tomber sous le charme de cet homme-là. Je crois qu'il s'y attendait pas du tout. Donc il a trouvé plus fort que lui, le prince. Et après, il a dû se dire, oui, mais ça, c'est un revers, c'est-à-dire que c'est peut-être seulement un beau parleur. Donc voyons voir dans le temps comment ça se passe. Ça, c'est le défaut de Vinci. Il est très psychologue, très manipulateur, mais il sait se dépasser par sa passion et il peut aussi lasser. Oui, mais il n'a pas toujours été bien vu. Il a eu des aventures. Il a même été en prison pendant un certain Ouais, temps, hein. parce que voilà, il était homosexuel, alors que c'était pas du tout une particularité dans le domaine des artistes à Florence, parce que tous les artistes étaient homosexuels. Donc c'était plutôt quasiment une mode. Aimer une femme, ça leur aurait paru un peu déchoir. Voilà, c'était comme ça. Bon, je suis désolé, hein. Bon, c'était comme ça. Donc Vinci était tout à fait dans le courant de la mode de son époque. Mais comme quelqu'un l'avait dénoncé, peut-être un jaloux, on ne sait pas trop, il y avait à Florence effectivement une boîte aux lettres où on pouvait anonymement dénoncer les personnes qui ne nous plaisaient pas. Et ben, il y a une lettre de dénonciation de Vinci disant qu'il faisait des parties libertines avec d'autres, des apprentis peintres et d'autres encore. Et a priori, il a dû passer quelques jours en prison, pas longtemps. Enfin, il a senti le vent du boulet. Il a été sauvé de là parce que dans cette fameuse partie libertine, il y avait un protégé des Médicis. Bon, alors donc les Médicis ont fait en sorte qu'il soit disculpé, mais il a dû se faire oublier en une année en se mettant au vert, voilà, pour qu'on n'entende plus trop parler de lui. Ça aussi, c'est Vinci. Finalement, Patrick Schneider, qu'est-ce qui nous reste de la tentative de traduction du monde par Léonard de Vinci des œuvres d'art, bien sûr, un témoignage historique, une philosophie à l'épreuve de la vie et mise à l'œuvre? Oui, alors je crois qu'il reste 2 choses vraiment essentielles. Il reste d'abord un grand point d'interrogation, parce que c'est l'homme qui sait écrire le point d'interrogation, non pas en nous angoissant, mais en nous charmant finalement. Il nous fait des tableaux énigmatiques, mais ils sont tellement beaux qu'on aime cette incertitude, qui est quand même quelque chose d'incroyable. C'est comme si on vous annonçait une bonne nouvelle avec le sourire, et que ce sourire soit si beau que vous en soyez absolument ravi, que vous oubliez même la mauvaise nouvelle, quoi. C'est ça Vinci. Donc il pose un point d'interrogation très important, parce que quand même après, la méthode scientifique, elle s'inspire de cette interrogation permanente, de remettre le monde en cause, d'aller au-delà des apparences, etc. Et puis ce don de soi aussi, je crois, est vraiment admirable. L'autre chose, c'est que c'est une sorte d'écologue avant l'heure. Donc il nous montre finalement que ce qu'on appelle désormais l'écologie, c'est pas une science qui est née voilà, il y a 70 ans ou 130 ans, même si le mot a été inventé en 1866, mais que c'est une histoire bien bien plus ancienne, qu'on y pense depuis toujours. Parfois on l'a oublié, des personnalités extraordinaires comme Descartes se sont trompées. Elles ont dit par exemple que voilà, l'animal était une machine. Bon, c'est une erreur, c'est même une bévue. Donc les philosophes aussi se trompent, les artistes aussi. Mais Vinci nous reconnecte aux réalités terrestres finalement, tout en nous permettant de rêver. Et même si beaucoup de ces inventions n'ont jamais vu le jour, parce qu'elles étaient trop extraordinaires ou que le moteur par exemple n'existait pas, la force de ces dessins est telle qu'elle nous donne le courage de se dire, ben là c'était peut-être pas possible maintenant, mais peut-être que dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, on va y arriver. Ça, c'est quand même une des facultés de la beauté, c'est de nous inviter à persister, à être opiniâtre, et un jour d'y arriver comme Vinci l'avait rêvé. Donc il se projette vraiment dans l'avenir. Et je pense que voilà, s'il vivait de nos jours, il est certain que cette sensibilité à la nature, aux animaux, lui qui à un moment a été végétarien, l'aurait touché. Voilà, ces propos, finalement, ce sont les nôtres maintenant, avec les mêmes interrogations. Où va la science? À quoi sert la science? Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit? Qu'est-ce qu'on appelle la transcendance? Qu'est-ce qu'on appelle la philosophie? Qu'est-ce que c'est que bien vivre aussi? Il a vécu d'une vie nomade, hein, il allait de ville en ville, et c'est quand même François Ier, pour arriver à la fin de sa vie, qui l'a sauvé, parce que François Ier, qui était tout jeune, qui avait 21 ans à cette époque-là, est tombé lui aussi sous le charme de Vinci. Il a vu en Léonard une sorte de père idéal. D'ailleurs, il l'appelait mon père, c'est quand même assez incroyable. Et il a payé Vinci pour qu'il vienne en France et pour discuter avec lui tous les jours. Il lui a pas demandé de peindre ni dessiner. Il voulait parler avec lui. C'est incroyable cette histoire. Il lui a demandé effectivement d'assécher les marais de la Sologne, d'imaginer une ville idéale, ce que Vinci faisait volontiers. Mais au fond, la réalité de leur relation, c'est une réalité de confiance que, semble-t-il, ni l'un ni l'autre n'avait connue. Parce que Vinci avait été rejeté par son père,
Et puis, François Ier avait très peu connu son père. En plus, il y avait des doutes sur la réelle paternité. Donc, il a trouvé vraiment, François Ier en Vinci, un père ou un grand-père, comme on voudra, idéal. C'est ça qui a fonctionné. Et ça, je pense que l'histoire peut le retenir comme une très 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 belle amitié. Je pense qu'il y aurait vraiment une pièce de théâtre à faire là-dessus. Se voir tous les jours pendant 3 ans, c'est pas rien. Merci. Merci.